Et bonjour, c'est Grégoire, vous me connaissez peut-être sous le nom de Major Mouvement, je suis kiné, conférencier et auteur de 3 livres. J'ai le plaisir de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de Vous d'abord, le podcast créé par les pharmaciens Aprium, où nous allons aujourd'hui parler d'un de mes sujets favoris, de la santé et du sport. Je reçois Sabrina. Salut Sabrina. Salut. Sabrina, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir, je suis kiné ostéopathe spécialisée dans la santé de la femme et surtout dans le périnée. Et je reçois Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Grégoire, bonjour Sabrina. Bonjour Jean-Marc. Et je suis pharmacien du groupement Aprium sur Paris. Et avec mon épouse, je suis installé dans le 19e arrondissement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets favoris, puisqu'il s'agit de sport et de santé. Et j'ai vu passer 2 stats qui m'ont pas mal interpellé. Ce sont 2 stats qui viennent de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui date de février 2022. Et la première est la suivante. L'inactivité est aujourd'hui la cause de 9% des décès en France. Pas très good vibe, mais on va rentrer dans les détails de cette stat. Et la seconde, c'est 95% de la population adulte en France est à risque sanitaire par manque d'activité physique ou à cause d'un temps trop long passé en position assise. En gros, ces stats, elles nous donnent quoi comme information ? Qu'en fait, juste le fait de ne pas bouger nous expose à des risques. Sam, est-ce que c'est quelque chose qui te choque, qui te surprend ou que tu connaissais déjà ? Étant kinésithérapeute de formation, accompagnant des gens et puis spécifiquement des femmes au quotidien dans mon cabinet, c'est une stat que je connais, que j'ai l'habitude de rencontrer dans mes patients, mais aussi par les interactions sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans le brouhaha du quotidien, trouver le temps de bouger, c'est pas toujours évident en fait. Tu as tout à fait raison, c'est souvent une information qui ressort de la part de nos patients. On verra ça avec toi, Jean-Marc, juste après. Le manque de temps est l'un des arguments principaux qui fait que les gens n'arrivent pas à faire du sport un peu régulièrement. Sport, activité physique, peut-être qu'on redéfinira plus tard au sein de cet épisode parce que c'est hyper intéressant de voir ça. Jean-Marc, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as en tête et est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans ta pratique ? Dans une officine, nous avons une clientèle, une patientèle qui est plus âgée que la moyenne nationale, qui souffre de pathologies, donc c'est un petit peu normal de ne pas côtoyer énormément de sportifs. On a des sportifs jeunes qui font beaucoup de sport, mais la plupart des gens de l'officine, évidemment, ne font pas partie de cette catégorie. Mais je suis quand même très optimiste et un petit peu surpris, car je me suis rendu compte depuis quelques années un essor en France du sport. Il suffit de courir le dimanche matin dans les bois près de Paris ou le long des quais de Seine pour s'apercevoir que beaucoup de gens se mettent à la course à pied, au vélo. Il y a un engouement dans la pratique du sport. Donc je suis assez optimiste et un peu surpris par rapport à cette information. Tout à l'heure, tu m'as évoqué dans ta réponse que les gens qui viennent te voir, ils ont des pathologies. On va partir d'une pathologie, une douleur. D'une articulation. Est-ce que tu trouves que les gens qui ont des douleurs dans les articulations ont plutôt tendance à être sportifs ou plutôt à arrêter le sport ? La réaction habituelle, c'est quand même d'arrêter le sport, évidemment. Donc, c'est pas naturel de se remettre à une activité sportive quand on a des problèmes de santé. Malheureusement, c'est le plus important, c'est de reprendre une activité comme si de rien n'était. Exactement, et finalement, c'est un peu notre rôle clé à nous en tant que kiné, c'est que on a vu le manque de temps qui est un des freins à la pratique sportive. La deuxième, c'est quand on a une douleur, en fait, souvent, c'est un peu le dosage qui crée le poison, mais c'est aussi le dosage qui crée la solution. Il y a un truc que je trouve génial avec le sport, c'est un peu comme un traitement, un médicament qui agirait sur plein de choses à la fois. Le sport est bénéfique pour notre capacité cardio-pulmonaire. En fait, si vous avez des difficultés à monter les escaliers, faire du sport va faire que ce sera plus simple. Le sport est bénéfique aussi pour augmenter nos capacités cardiaques. Le sport est bénéfique pour jouer sur le moral. Peu de gens savent que l'activité physique permet aussi de diminuer le risque de dépression et même d'être un traitement dans la dépression. Le sport permet de mieux dormir le soir, le sport permet de mieux se réveiller le matin, le sport permet d'avoir une meilleure composition corporelle, le sport permet même d'augmenter la libido et de diminuer les douleurs. Peu de médicaments font tout ça à la fois et pourtant, ce truc qui est ancré dans notre ADN depuis des millénaires, j'ai envie de vous dire, on le voit bien dans notre société d'aujourd'hui, parfois on a du mal à y croire, on a du mal à le mettre en place. Sab, est-ce que tu as trouvé, toi, d'autres bénéfices de l'activité physique et ou du sport que je n'ai pas mentionné ? Je pense réellement que tu as balayé vraiment tout l'éventail de bénéfices.
Peut-être que je vais revenir un peu sur la spécificité féminine. Ouais. Trop souvent, on considère la population générale, mais il y a quand même la moitié de la population qui sont des femmes avec leur cycle hormonal. Ça permet de stabiliser effectivement le cycle hormonal, pas que ça permette de le modifier, mais en tout cas, on vit mieux son cycle hormonal quand on a une activité physique régulière qu'on doit adapter à son cycle hormonal. Pendant les grands changements, je pense qu'on va reparler de la grossesse tout à l'heure, est-ce qu'on continue l'activité physique ou le sport? Et pendant la ménopause, c'est des moments où bouger, ça fait vraiment partie de l'hygiène de vie qu'on doit avoir. Et c'est vrai que souvent, alors ça va être un peu genré ce que je dis, c'est plus les femmes que les hommes qui ont peur du sport, mais en même temps, c'est ce qu'on retrouve dans notre patientèle, c'est-à-dire que les femmes, elles ont peur quand elles vont soulever du poids, de devenir trop musclées, tout de suite de ressembler à Schwarzenegger et de prendre du poids sur la balance et de devenir trop lourde, alors que vraiment, les muscles, c'est ce qui nous structure et c'est ce qui nous porte réellement, et qu'avant de ressembler à un bodybuilder, il faut quand même faire beaucoup de sport, et que le sport, il y a cette notion aussi de se battre contre les autres et de se battre contre soi-même, et que si on n'est pas OK avec ça parce qu'on n'a pas envie du no pain, no gain, et on n'a pas envie de cette guerre, on peut juste se dire qu'on va bouger pour le plaisir, et on n'a pas forcément cette construction sociale, mais en fait, bouger, ça peut nous faire vraiment du bien. J'aurais bien aimé que vous me redonniez un peu tous les bénéfices de l'activité physique et du sport, à la fois. Allez, Sab, tu vas me faire sur le corps, et Jean-Marc sur le mental. Ça vous va, cette répartition? Très bien. Sab, quels sont les bénéfices sur le corps de l'activité physique et du sport? Alors, il va y avoir un meilleur cœur, des meilleurs poumons, ils vont être plus entraînés. On va développer ses muscles, et c'est quand même nos structures, ce qui nous tient. On va améliorer notre quotidien, fatalement. Quand on a un meilleur cœur et des meilleurs muscles, on améliore son quotidien. Quand tu veux dire améliorer son quotidien, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement bouger et les choses deviennent plus faciles? Tout à fait. Au quotidien, on doit faire des courses, porter des paquets, potentiellement monter les escaliers en fonction de là où on habite. Porter les enfants, marcher pour aller à la voiture ou pour prendre le métro. Et quand ce quotidien est difficile, vraiment, ayez confiance dans le sport pour améliorer votre quotidien, quoi. Sur le sommeil aussi, ça améliore? Oui, tout à fait. Meilleur sommeil, donc forcément meilleur équilibre hormonal aussi. Sur la partie mentale, Jean-Marc, tu peux me définir un peu plus les bénéfices? Le sport est un formidable outil pour rester en bonne santé mentale. Au début, on court souvent tout seul, mais rapidement, on court avec des amis ou on fait du sport avec des amis. Et ça entretient un lien social, ça permet d'être plus détendu. J'ai expérimenté ce bénéfice de mon côté, puisque quand je travaille, après une journée un petit peu difficile, le fait de courir avec 2-3 clients qui sont devenus des amis après, ça me permet de tout oublier et puis d'être plus positif quand je rentre chez moi le soir. Ça doit être sympa de courir avec son pharmacien. Oui. C'est clair. On parle biochimie, on parle biophysique, on parle posologie. Sur la partie mentale, moi, il y a un truc que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'aujourd'hui, le sport est dans les recommandations, notamment de la prévention de la dépression, mais aussi du traitement de la dépression légère à modérée. Aussi, de manière aussi importante que la chimie avec les médicaments. Sur la prévention des maladies et des douleurs chroniques comme le diabète et l'hypertension. Sab, est-ce que toi tu as des patientes éventuellement ou des patients qui souffrent de douleurs chroniques et à qui tu recommandes l'activité physique et le sport? Oui, bien sûr, ça fait partie du traitement intégral. En tant que kinésithérapeute, on promeut le mouvement, forcément, mais fatalement, ça amène à l'activité physique et au sport. Et surtout, on déconstruit des fausses croyances pas mal, parce que quand les gens ont mal, ils ont plutôt tendance à se dire j'arrête de bouger. Et au contraire, la bonne quantité de mouvement, c'est ce qui va permettre de soigner la douleur en partie. Ce qui est génial avec le sport, pour rentrer un peu dans les détails, c'est que le sport permet de sécréter des endorphines, de permettre de sécréter notamment de la sérotonine, et même quand on va venir vraiment chercher à se dépasser, de l'ocytocine, qui sont vraiment des hormones qui fait qu'on se sent bien et qui fait qu'on va vraiment avoir une amélioration dans la qualité de vie et de la prévention de la santé mentale. J'aimerais parler peut-être d'une autre pathologie un peu plus chronique comme le diabète, notamment le diabète de type 2. Sur le lien entre l'intérêt de la pratique sportive et le diabète de type 2, c'est grâce aux muscles. En fait, quand on va faire de l'activité physique, ça va développer la masse musculaire, et d'avoir dans notre corps de la présence de muscles permet de diminuer le diabète de type 2.
Jean-Marc, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Tous mes patients diabétiques ont comme recommandation d'effectuer du sport, que ce soit les patients insulinodépendants ou non insulinodépendants. Le sport n'est pas contre-indiqué. Il faut avoir plus de précautions dans la pratique du sport. Faire attention à sa glycémie, bien s'hydrater. J'ai des patients sportifs et sous insuline, par exemple. Aucun souci. C'est vrai que ça demande justement, c'est des patients qui sont suivis par leur médecin pour avoir une bonne connaissance de leur taux de glycémie en fonction de leur alimentation et de la pratique du sport. Oui, il faut être encore plus prudent qu'une personne n'ayant pas de problème de glycémie, c'est évident. Mais le fait d'avoir une activité normale et sportive a un effet forcément bénéfique. On a parlé d'activité physique, mais ça, j'aimerais bien que tu me rappelles la quantité, le dosage qui est recommandé. Oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait 1 heure à 1h30 d'activité physique par jour. Donc vraiment bouger dans son quotidien. Pour ce qui est plus du sport ou de l'activité physique modérée, voire intense, on parle de 150 minutes. Donc en fait, ça parle à personne, 150 minutes. Ça sera plutôt environ 3 heures par semaine. Comment on quantifie une activité physique modérée, intense? En fait, c'est avec la respiration. Ouais. C'est tout bête. On a l'impression qu'il va falloir des montres, qu'il va falloir de la technologie pour pouvoir voir comment on bat notre cœur. Non, pas du tout. Restez flex sur ça. Quand on peut parler, comme on est là en train de parler, c'est que l'activité physique, elle est très douce. Quand on commence à être essoufflé, mais qu'on peut continuer quand même à parler, à faire des petites phrases courtes, on est sur une activité physique modérée. Et quand on a vraiment du mal à parler, on est sur une activité physique intense. Donc modérée 3 heures ou intense 1 heure. Merci beaucoup, Sab. Il y a une formule que j'aime bien donner aux gens aussi, c'est que globalement, un peu d'activité physique, un peu de sport, c'est bien. Un peu plus avec un peu plus d'intensité, c'est mieux. Et avec de la très haute intensité, c'est encore mieux. Ce que je trouve génial, c'est que quand on identifie un peu plus ces niveaux d'intensité, on comprend qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps parfait. On n'est pas obligé de se donner à fond en permanence et de se dire que parfois, juste sur une semaine un peu difficile, d'aller faire une marche, de rajouter un peu de marche rapide et de le faire avec un ami par exemple, parce que la construction sociale est importante, bah, c'est toujours mieux que rien. J'aimerais finir avec toi, Jean-Marc. Justement, tu me l'as un peu évoqué tout à l'heure sur la diminution du stress et de l'amélioration de soi. J'aimerais que tu me racontes, Jean-Marc, comment tu t'es mis, toi, à la course à pied? Quel âge avais-tu et comment tu y es rentré? Je me suis mis à courir par hasard, en fait. C'est mon intérêt pour l'œnologie, pour le vin, qui m'a donné envie de participer à une course, la course du marathon du Médoc. Et donc, je me suis mis au sport un lundi matin en me disant, dans 1 an, je fais cette course. Donc, je suis allé au Vieux Campeur pour m'acheter une paire de chaussures de course. Et je me suis lancé dans un défi comme ça de course à pied. Ça s'est très bien passé. Et en fait, l'avantage de faire du sport, c'est que on peut se laisser prendre au jeu. Donc, je me suis laissé prendre. Et depuis, j'ai toujours un marathon en préparation, ce qui me permet de m'entraîner. L'entraînement fait qu'on rencontre des gens sympas. Donc j'ai mes clients la semaine qui courent avec moi. J'ai des amis qui courent avec moi le week-end. C'est un complément à mon travail. Donc le vrai sport, plaisir. Toi, Sabrina, t'as quel rapport au sport et comment tu t'y es mis? Alors moi j'ai un petit fun fact du coup, je suis un peu Jean-Marc. J'ai failli faire le marathon du Médoc comme premier marathon. On va donc lancer le hashtag Je suis Jean-Marc. Je suis Jean-Marc. Mais moi je ne suis pas allée au bout parce qu'en fait j'ai commencé la préparation et j'ai très vite vu que mon corps il n'était pas apte à courir un marathon dans 8 mois plus que je m'étais mis la préparation à 8 mois. J'avais des problèmes de santé pour le coup. Pour ceux qui ne voient pas mon physique ou qui ne me connaissent pas, je suis en situation d'obésité et donc forcément on ne fait pas du sport de la même manière. Et clairement en 8 mois, je ne pouvais pas être prête parce que j'avais aussi des difficultés respiratoires, enfin plein de petits soucis de santé qui me disaient que le marathon, en 8 mois, j'allais me faire mal et pas être dans une démarche de santé. Mais j'ai quand même couru parce que j'aime ça. En fait, j'ai toujours voulu courir parce qu'il y a cette image de liberté dans la course. Quand on voit les coureurs là qui nous passent devant, on a l'impression qu'ils flottent dans l'air. Moi, je ne flotte pas dans l'air quand je cours, bizarrement, mais quand même, je suis bien. Quand je viens de ma sortie, c'est une sortie plaisir. Et le jour où j'ai vraiment pris du plaisir à la course, c'est là où j'ai compris que marcher, c'était pas tricher. On avait le droit de marcher rapidement pendant qu'on faisait nos sorties de course. Merci beaucoup Sab pour ça, parce que j'aimerais te poser une question un peu plus personnelle qui peut-être pourrait aider les personnes qui sont dans la même situation que toi.
Aujourd'hui, quand tu te vois courir, est-ce que tu es fier de toi? Quand je m'imagine courir, je suis fière de moi. Le dernier 10 km, on m'a filmé. Et honnêtement, je ne pensais pas aller aussi lentement. Mais j'étais à la fin du 10 km et je n'en pouvais plus. Pour la bonne humeur, j'ai décidé que chaque course, je mettrais des paillettes et que je suis une petite tortue à paillettes, mais que le principal, c'est d'arriver. C'est pas la peine d'être un lièvre. Ouais. Et dernière chose, moi j'admire ta force de caractère. Ça, je te l'ai déjà dit en off. Parce que tu fais des courses, tu te lances dans des courses, tu sais dès le départ que tu vas être dernière, et tu te dis je vais être dernière, mais je me lance quand même. Et moi j'ai envie de te dire, pour le coup, j'ai cette casquette un peu plus compétiteur, mieux vaut être dernière que de ne pas être sur la course de départ, de ne pas être sur la ligne de départ. Donc franchement Sab, toutes mes félicitations. Merci beaucoup Grégoire. Tu n'as pas mentionné le fait que tu faisais de la danse aussi, Sab? Tout à fait. Ça, c'est mon sport de prédilection. Et pour le coup, il y a un petit peu plus de compétition parce que j'aime ça et je sais que je ne suis pas mauvaise. Donc, en fait, j'aime bien la compétition. Elle est contre moi-même. J'aime toujours m'améliorer. Et ça, c'est le sport que j'ai toujours fait, puisque j'ai toujours tendance à dire que j'ai dansé avant de marcher. J'ai été sur scène à 4 ans. Et il y a vraiment ce rapport au plaisir qui est important et qui fait vraiment sens. Il faut trouver du plaisir dans l'activité qu'on fait, même si elle n'arrivera pas tout de suite. Jean-Marc, si je dois te demander un conseil que tu donnes à tes patients. Quand on me parle de sport, j'ai toujours en tête que l'important n'est pas la performance sportive, mais l'idée de pouvoir s'améliorer. Et c'est le fait de s'améliorer qui rend les gens le plus heureux. Donc en fait, la personne doit trouver une activité sportive dans laquelle il pourra s'améliorer. Donc la notion de challenge est finalement qui est aussi directement liée avec l'image de soi et l'estime de soi. Toi, Sab, quel est le conseil que tu donnerais à tes patientes? Le conseil que je donne tous les jours à mes patientes, c'est que ça rentre dans le planning, en fait. Parce que dérouler le tapis, pour certaines personnes, c'est compliqué. Aller chausser des baskets, sortir de chez soi quand on a des enfants en bas âge, etc., c'est compliqué. Donc, ce que j'aime donner, c'est des exercices faciles à faire. J'adore le renfort sur le plan de travail de la cuisine ou le plan de travail de la salle de bain, parce que finalement, il n'y a rien d'autre à faire que juste faire ces exercices. Il n'y a pas de délai pour s'y mettre. Moi, mon conseil, il est très simple. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous plaît. En fait, parfois, on n'ose pas se poser la question, mais juste vraiment sondez-vous. Qu'est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, dans mon corps, quand je me projette faire cette activité? Et globalement, si vous prenez le temps de vous poser cette question, vous aurez plein de réponses. Maintenant, j'aimerais qu'on aille plus loin sur le fait de se mettre ou se remettre au sport. On l'avait évoqué dans le cas de pathologie chronique, sur le cas de certaines douleurs. Ma question, elle est, Sab, est-ce que tu recommandes à tes patients de faire une évaluation sur leur niveau d'activité physique actuelle avant de se mettre au sport? Oui, quelque part, je la fais avec eux, en fait, parce que les patients et les patientes ont souvent cette image de oui, mais je faisais ça, mais quand? Il y a 10 ans. Donc, en fait, on ne peut pas recommencer à son niveau d'il y a 10 ans en arrière, il faut y aller progressivement, et même à son niveau d'il y a 6 mois en arrière. Ça, un conseil pour les jeunes mamans? Je pense que déjà, c'est bien qu'elles continuent l'activité physique pendant la grossesse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont dit sur cette période, et vraiment, ça va être bénéfique pour elles et pour le bébé. Et qu'elles acceptent qu'elles ne soient pas à un niveau de performance super en postpartum, mais qu'elles peuvent reprendre tranquillement juste ce qu'elles ont le temps de faire, l'envie de faire. Et ça va être aussi bénéfique pour elles. Et on a parlé de la santé mentale, ça va être bien pour la dépression du postpartum de faire du sport. Jean-Marc, de ton côté, est-ce que tu recommandes aux gens de s'inspirer des vidéos qu'on peut voir sur TikTok et sur les réseaux sociaux où on te dit de tout de suite faire 1000 pompes par jour? 1000 pompes par jour, c'est très bien. Mais il faut quand même être prudent. Quand on fait du sport, le plus important, c'est de ne pas se blesser. C'est la règle numéro 1. Je conseille souvent, quand on me parle de sport, de faire attention à bien s'échauffer, bien s'hydrater pendant la séance et finir une séance sportive de manière non brutale, pour que le cœur puisse redescendre de manière douce et ne jamais trop forcer. Et l'important, c'est de prendre du plaisir dans la pratique sportive. Pour les gens qui voudraient se remettre au sport, on peut se faire accompagner par différents professionnels, on peut se faire accompagner par les kinés, par les enseignants en APA, évidemment par les médecins du sport, en particulier quand on souffre soit de douleurs ou de pathologies chroniques. On ne peut pas se tromper à poser des questions, on ne peut pas se tromper à se lancer. Donc c'est important de se faire bien entourer, à la fois sur le plan physique et aussi sur le plan émotionnel. À qui est-ce qu'on recommande aujourd'hui, Jean-Marc, d'avoir un avis médical avant de se mettre au sport?
Chaque personne se mettant au sport doit se poser la question de sa santé, c'est évident. J'ai l'impression que ces derniers temps, on cherche plus à sensibiliser les gens sur les risques et qu'à leur interdire quelque chose. Par exemple, le certificat médical d'aptitude n'existe plus, souvent pour certains sports, par exemple la course à pied. On demande juste aux personnes qui veulent s'inscrire, par exemple, à une petite course, de visionner 3 petits films sur Internet, sur le site de la Fédération française d'athlétisme. Ces films permettent de sensibiliser les gens aux problèmes, leur donnent plein de petits conseils pour aller de l'avant. Toute activité sportive comporte des risques. En fonction des capacités de chacun, de l'âge de chacun, on peut trouver un sport permettant de s'accomplir. La marche nordique, la natation, le vélo, le choix est vaste. Chacun peut trouver un sport ou une activité sportive où il peut faire des progrès. Qui doit aller consulter un médecin si jamais il voudrait se mettre au sport? Toutes les personnes qui, évidemment, ont un antécédent médical à problème ou sa famille proche. Dès qu'il y a un risque, le risque doit être analysé par un médecin. Et dans le cadre de certaines compétitions aussi, il peut être recommandé de faire une visite avec un cardiologue ou un médecin? Bien sûr, plus on monte dans l'échelon du sport, plus un encadrement médical est nécessaire. Quel est le rôle du pharmacien, par exemple, dans cette pratique sportive chez ses patients? En cas de problème sportif, une personne qui arrive à l'officine avec un traumatisme ou quelque chose, une foulure, l'important, évidemment, est de l'orienter vers une structure médicale en cas d'urgence. Oui, donc il faut repérer cette urgence. Sinon, c'est assez simple. Quelqu'un qui s'est fait une entorse de la cheville, on doit lui mettre une attelle qui percaste et des béquilles. Hein. Il ne doit plus poser le pied par terre. Et s'il y a un problème au membre supérieur, on lui donne un du-jarrier. Ça t'arrive souvent d'avoir des gens qui rentrent dans ton officine avec une blessure du sport? Ça peut arriver, oui. Alors j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Jean-Marc, pour le cas particulier en fait de la grossesse et du postpartum. Oui, l'activité physique est bonne pendant la grossesse, ça on en a déjà parlé et c'est ok. Par contre, ça sera toujours la sage-femme et le gynécologue, le professionnel de santé de référence. Pour les cas particuliers, Pour les cas particuliers, parce qu'effectivement, oui, même si vous n'avez jamais fait d'activité physique, vous pouvez vous y mettre pendant la grossesse, au moins à la marche. Mais il y a quelques cas où bouger, il ne va pas falloir du tout, en fait. Donc, c'est très spécifique, ça arrive très rarement, donc on ne s'inquiète pas. Par exemple, des menaces d'accouchement prématuré, des antécédents familiaux, ou ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper à poser la question à votre gynéco, sage-femme de référence, mais globalement, on peut plutôt recommander la pratique de l'activité physique pendant la grossesse. Oui, et pendant le postpartum aussi. Pendant le postpartum, oui, c'est vrai, c'est une question qui revient souvent, notamment par rapport au périnée. Tout à fait. Alors, le périnée, il a subi ce qu'il avait à subir pendant la grossesse et l'accouchement. Chaque femme est différente, chaque accouchement est différent. Donc, faites un bilan pour savoir comment va votre périnée, comment vont vos abdos aussi. Et reprenez progressivement, mais vous avez le droit, dès les premières semaines, d'aller marcher, d'aller vous aérer. On a parlé de la reconstruction physique et sur ça, pas de stress, pas de culpabilité, on a le temps. Par contre, sur la santé mentale, c'est vraiment un plus de pouvoir faire une activité physique régulière parce que ça aide à limiter la dépression du postpartum. Je vais me faire l'avocat du diable, Sable. Je suis papa, tu es maman. C'est difficile de trouver le temps quand on vient d'avoir des jeunes enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut bouger avec son bébé, en porte-bébé. On peut faire des petits... Moi, j'aime bien le squat canapé. On se met debout sur le canapé, on s'assoit sur le canapé, on se lève, on s'assoit, on se lève, on s'assoit. Facile à faire. On peut laisser l'enfant à une personne qui peut le garder. À son kiné, à sa sage-femme aussi, pour faire les séances de rééducation. Exactement, on garde. J'ai souvent des bébés dans les bras pendant la rééducation. On peut le faire quand ils dorment, mais c'est plus compliqué. On a souvent envie de dormir. Donc, Même, mine de rien, la balade, marche rapide en poussette avec les copines, avec les copains, c'est un très très bon moment. Oui. Moi, je faisais ça tout le temps, tous les week-ends. On allait se balader, c'est vraiment des moments que j'ai beaucoup aimés. Oui, et puis vraiment, le paysage de l'activité physique se modifie. Et il y a des cours en postpartum, des cours sport poussette, donc renseignez-vous. Ça, dans les différentes personnes qui peuvent accompagner dans la reprise du sport, il y a les enseignants en APA. Tu peux me définir rapidement ce que c'est ? Oui, un enseignant d'activité physique adaptée, en fait, c'est le mix entre un coach sportif et un kinésithérapeute. En fait, il va permettre, comme c'est écrit dans son nom, d'adapter l'activité physique à la personne qu'il a en face. Et on sait que dans les pathologies chroniques, dans les cancers pour éviter les récidives, dans
tout ce qui est médical, il faut de l'activité physique, mais c'est encore plus important de quantifier et de ne pas faire n'importe quoi. Donc d'avoir un expert à ses côtés, c'est important. Évidemment, on l'avait dit au début de l'épisode, c'est un peu le dosage qui crée à la fois la solution et aussi le poison. Et les enseignants en APA ont des connaissances sur les différentes physiopathologies et peuvent nous accompagner de ce point de vue-là. Évidemment, on rappelle le rôle des kinés, des ergots, des psychomotes, dans le cas soit de pathologie qui serait installée, soit juste de pathologie évolutive. Alors maintenant, je vous propose un petit vrai-faux pour balayer les idées reçues. Jean-Marc, vrai ou faux? Est-ce que 30 minutes de marche par jour, c'est suffisant pour rester en bonne santé, Jean-Marc? Vrai et faux, mon cher Grégoire. C'est quand même bien vrai parce que déjà, il faut trouver le temps, comme je dis depuis le début, mais ça ne suffit pas. Ok. En effet, si tu veux augmenter tes capacités musculaires, etc., il faut malheureusement en faire plus. Vrai ou faux, Sabrina, en cas de maladie chronique, on ne peut pas faire de sport? C'est totalement faux. Au contraire, on en fait adapté. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle ou maladie chronique type diabète, il faut faire du sport. En cas de maladie chronique, on ne peut plus faire de sport? C'est totalement faux. Il faut en faire, mais vraiment de manière le plus adaptée possible, en fait. Par exemple, diabétique ou quelqu'un qui sort d'un problème cardiovasculaire grave, il doit se remettre au sport. Et sur les pathologies chroniques, on parle aussi de douleurs chroniques. Oui. Vraiment, il faut entendre que la douleur n'est pas un frein. Quand on se fait le mal, là, bien évidemment, tout de suite, on arrête l'activité physique. Mais quand on a mal depuis plus de 3 à 6 mois, l'activité physique va permettre d'améliorer cette douleur chronique. Ouais, tu as tout à fait raison, ça. On fait un peu la différence entre la douleur aiguë, je viens de me vautrer dans les escaliers, et la douleur chronique, je me suis vautré dans l'escalier il y a 6 mois. En fait, si vous avez encore des perceptions de la douleur depuis plus de 6 mois, malheureusement, c'est qu'il peut y avoir des remaniements dans le cerveau, un peu comme une sorte de signal d'alarme qui ne cesserait de sonner et du coup qui pourrait vous freiner. Globalement, faites-vous accompagner pour reprendre progressivement et diminuer la perception de la douleur chronique. Vrai ou faux, quand on est enceinte, il faut limiter sa pratique sportive, Sabrina? Totalement faux. Au contraire, il faut continuer à bouger à fond. Évidemment, avec l'avis des professionnels de santé. Tout à fait, on bouge intelligemment. Jean-Marc, vrai ou faux, si je fais du sport, je vais réussir à perdre du poids? Faux. Le sport ne permet pas de perdre du poids de manière rapide en quelques séances. Alors moi, je vais un petit peu temporiser ça parce qu'effectivement, moi, personnellement, je n'arrive pas à perdre du poids avec le sport. Et surtout, il risque d'y avoir une modification du corps. Et je crois que si c'est ça qu'on recherche dès le début quand on se met à l'activité physique, ça peut être un très bon starter, attention. Mais par contre, sur la durée, ça risque de ne pas tenir parce que soit quand on a atteint l'objectif, on arrête. Soit si on n'atteint pas l'objectif, en fait, on va se lasser de l'activité physique et tous les bienfaits qu'il y a autour pour la santé, on va les oublier. Alors que si on fait quelque chose parce que ça nous fait plaisir, je pense que c'est beaucoup mieux. Et surtout, j'aimerais rappeler qu'il y a un équilibre entre les entrées et les sorties et que la perte de poids, c'est aussi l'alimentation. Et vous ne pouvez pas vous tromper à vous faire accompagner sur une volonté de perdre du poids, puisque malheureusement, 90% des gens qui se lancent seuls dans des volontés de perte de poids reprennent dans les 12 mois ce qu'ils ont perdu, voire même plus, parce que, évidemment, c'est des suivis individuels. Donc je rappelle le rôle de chaque professionnel de santé pour vous accompagner. Vrai ou faux, faire trop de sport, c'est mauvais pour la santé, Sabrina? Beaucoup trop de sport, ça peut entraîner des problèmes de santé, effectivement, mais on est sur beaucoup de sport, quoi. Un moyen pour savoir si on fait trop de sport, c'est potentiellement la perte de l'érection. La perte de l'érection et la perte de la libido aussi, me semble. Oui, c'est ça, exactement. Trop d'énergie pour le sport, le reste fonctionne moins bien. Vrai ou faux, quand on travaille derrière un bureau, il faut faire des pauses toutes les 2 heures, Sabrina? Oui, tout à fait. Toutes les 1h30 à 2 heures, il faut se lever, il faut aller monter à l'étage supérieur, il faut aller chercher un café, il faut travailler debout. Si on boit pas de café, Sabrina? On peut boire un thé ou de l'eau, Grégoire. Si on n'a pas soif, Sabrina? Eh bien, on ne boit pas, mais on se lève. En fait, il y a quelque chose qu'il faut quand même aussi déconstruire. On parle de sport depuis le début, mais quand on parle de lutte contre la sédentarité, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, il est meilleur de bouger toutes les 1h30 à 2 heures un petit peu, que s'avoiner sur une méga séance de sport une fois par jour. Si vous ne savez pas ce que veut dire s'avoiner, je vous invite à acheter le Dico de Sabrina pour apprendre à parler de Sabrina comme une langue maternelle courante. Cas pratique, Jean-Marc, demain, tu as quelqu'un qui rentre dans ta pharmacie Aprium. Quels sont les 3 conseils que tu lui donnerais pour se remettre au sport? Se remettre au sport avec des amis, y aller progressivement et prendre du plaisir. Sab, les 3 conseils dans la vie d'une femme qui voudrait se remettre au sport?
Déjà d'écouter son cycle. On a quand même une particularité, on a nos règles et en fait on n'a pas la même énergie tout au long des 28 jours quand on parle de classique. Pendant la grossesse on en a pas mal parlé et surtout en postpartum d'écouter la progressivité, vraiment c'est la base. Et s'il y a bien un dernier moment pour se remettre au sport ou pour commencer même le sport dans sa vie, c'est la ménopause. C'est une phase où les hormones chutent, on perd du muscle, et le muscle, c'est ce qui nous aide à tenir debout. Donc vraiment, si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast avec vos mamans. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à mes invités, Sabrina et Jean-Marc. J'espère que cet épisode vous aura aidé à vous remettre au sport, vous aura donné envie de vous remettre au sport. Je vous invite évidemment à retrouver l'intégralité des épisodes de Vous d'abord sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Aprium, et évidemment retrouver l'intégralité des épisodes de podcast sur la plateforme de votre choix. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut.